Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 avril 2022. Voilà, ça sonne bien. Alors aujourd'hui, journée de congé, un peu mélancolique aussi. Il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie d'un être humain et des épreuves normales et les choses auraient tendance à se corser ces derniers temps. Et donc, il faut prendre sur soi, Il y a des épreuves qui sont des épreuves obligatoires, des épreuves qui sont dans l'ordre des choses, mais même si on les voit venir et même si elles finissent par imposer un peu leurs règles, eh bien, il faut tout de même y faire face. Alors, cette vidéo risque d'être plutôt courte, fidèle. Les dernières ont été assez longues et assez intenses aussi, je dois vous dire. Trois, entre autres, celle, celle, entre autres, consacrée à Jacques-Henri Michaud, celle consacrée à Jean-Marc Limoges, et celle consacrée à Sharon Pryor, le livre d'André Pronovo. J'étais content de voir, André m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait été touché, qu'il me répondrait plus longuement, mais qu'il ne se sente pas obligé. Parce que les écrivains n'ont, d'une certaine manière, ce qu'ils ont de mieux à donner, ils le donnent dans leurs livres. Alors, un lecteur comme moi, enthousiaste, qui utilise les médias modernes pour exprimer son, son, son avis sur un livre, alors les auteurs n'ont pas à mon avis, n'ont pas à surenchérir. Alors, ce soir, je vais simplement vous lire, étant donné que je ne souhaite pas trop prolonger non pas un entretien, mais je ne souhaite pas trop prolonger ce soliloque. Voilà le bon mot. Mais je tiens quand même à vous dire un certain nombre de choses. Et je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que j'ai déjà commis une vidéo sur le sujet? Peut-être pas. J'espère que je ne me répète pas. J'espère que je ne suis pas en train de créer des doublons de vidéos. Il manquerait plus que ça. J'ai failli, je suis passé tout proche de vous parler de Bouche rouge de Paul-Marie Lapointe. Un tout petit tirage. Et puis, j'ai eu un doute. Est-ce que j'ai déjà parlé de Bouche rouge? Je sais que j'ai fait plusieurs vidéos, en tout cas quelques-unes, sur Paul-Marie Lapointe. Paul-Marie Lapointe est un poète qui est extrêmement important pour moi. Mais, alors ce soir, plutôt place à mon père. Alors, je vais vous lire la préface de Les Contes du Portage. C'est publié chez Leméac dans la collection Nichawama, mon ami, mon frère, qui est une collection consacrée aux auteurs autochtones ou sur le sujet des Autochtones. Alors, mon père est un métis. Je dis oui, mais si votre père l'est, c'est que vous l'êtes d'une certaine manière. Mais moi, je n'ai pas connu mon père. Mon seul lien que j'ai, si on veut, là, avec mon père, c'est par ses recueils de poésie et quelques recueils de contes qu'il a fait. Un autre sur les coureurs de bois. Celui-ci aussi est consacré assez largement aux coureurs de bois qui étaient eux-mêmes parfaitement ensauvagés. Les coureurs de bois parlaient les langues autochtones, vivaient à la manière des Autochtones, les côtoyaient, les fréquentaient, faisaient des affaires avec eux, ouvraient le continent avec eux. Alors, c'est pas anecdotique. Et dans les lignées québécoises,
Si on ne trouve pas de sang autochtone, chez bon nombre d'entre eux, assurément, c'est parfaitement impossible, cependant, de ne pas trouver quelques ancêtres coureurs de bois. Alors, les deux grandes figures fondatrices, archétypales de, de l'homme québécois, on va dire, pour faire court, parce que le rôle de la femme québécoise est extrêmement important. Ça serait le coureur de bois et l'agriculteur. Préface à la mode d'autrefois. Nous avons quitté Montréal le 25 mai 1971, Louise et moi, pour un périple de 4000 milles à travers le nord de l'Ontario et le nord du Québec pour une période de 4 mois. Mon père est originaire du nord de l'Ontario. Notre but était de recueillir à l'état oral des contes authentiques québécois et amérindiens à l'aide du magnétophone. Notre premier arrêt et notre premier contact, via mon frère Marcel, fut Shawanaga, chez les Ojibwés, sur les rives de la baie Georgienne. L'on nous fit un accueil plein de respect et sans affectation. Nous y passâmes 3 jours, où Louise fut gratifiée d'un talisman en pierre verte, couleur de jade en forme d'une petite tête d'ours. L'on me donna un bas-relief en épinette fait au couteau par un arrière-grand-père Ojibwé représentant une mère ours et ses 3 oursons. Je donnai, en signe d'appréciation, ma ceinture fléchée et plus tard mon harmonica. Dès la première nuit, nous fûmes subjugués par un long rite d'incantation qui dura toute la nuit. On nous apprit par la suite qu'il s'agissait d'un rite d'exorcisme, probablement dans le but de nous protéger des mauvais esprits et de nous assurer un bon voyage. Ce premier arrêt nous fit comprendre très tôt l'inutilité d'un plan de voyage bien défini que nous abandonnâmes sur le champ, car le ou les conteurs nous apparurent dès l'abord comme de perpétuels itinérants qu'il fallait suivre à la trace et dont les pistes s'échelonnaient sur une trajectoire très vaste et imprévisible. Dès ce moment, l'essentiel pour nous s'avéra être le facteur temps et le facteur humain. En nous fiant au hasard des rencontres, nous adoptâmes la méthode du oui-dire ou du bouche-à-oreille, prenant note de toute personne susceptible de nous renseigner sur le ou les conteurs de telle région en particulier. Il serait beaucoup trop long ici d'énumérer tous les endroits visités, tous les détours contournés, tous les trajets en chaloupe, les marches fréquentes de 6 à 7 000 en forêt, magnéto à l'épaule, afin de glaner par-ci, par-là, cette denrée rare qu'on appelle le conte, aux sources fort lointaines et transformée de génération en génération. Mais d'abord, qui était le conteur? Le conteur québécois était un personnage de la belle époque de la coupe du bois. C'était l'amuseur public, le troubadour itinérant, le comédien aux ripostes enjouées, engagé surtout dans les camps pour divertir les bûcherons pendant la fin de semaine et un soir sur 2 sur semaine. En moyenne, il devait, selon son contrat, compter 2 soirs par semaine pour une période d'environ 2 heures. Et cet homme, à l'imagination fertile et au verbe savoureux, racontait des histoires de loups-garous, de tigeans, de chasse-galerie à ces hommes à la vie dure. L'hiver, il était engagé le premier dans les chantiers par les compagnies de bois, et l'été, on l'engageait sur les bateaux des Grands Lacs pour divertir les passagers et les membres de l'équipage. Quant au conteur amérindien, son rôle et sa fonction revêtaient un caractère sacré. Il était le dépositaire de la petite et grande histoire de la tribu.
Il en était le gardien attitré et le protecteur. Il était le récipiendaire de la tradition orale des générations antérieures. Mais sa tâche et sa qualité consistaient surtout à transmettre son savoir à son entourage, leur faire valoir les mérites et les légendes entourant les faits et gestes de la tribu. Ces séances pouvaient durer pendant de nombreuses heures, car on écoutait avec un profond respect, car c'était la voix des ancêtres qui parvenait ainsi jusqu'à eux. Quel genre d'hommes étaient les conteurs québécois? La plupart du temps, c'étaient des hommes de chantier, des nomades de la forêt, qui à l'occasion pratiquaient de menus travaux, soit autour du camp ou à la cuisine, ou parfois dans l'arpentage ou la prospection. Les conteurs avaient la vénération et le respect des hommes d'alors, tant ceux des chantiers que des environs, en somme de tous ceux qu'ils côtoyaient, car ils étaient aussi les porteurs de nouvelles d'un village à l'autre. Ils étaient attendus à 100 lieues à la ronde, car en cours de route, ils pouvaient, durant une veillée de temps, distraire tout un village. Comme la réalité était dure à affronter et le quotidien laborieux et difficile, alors cet homme, le conteur, d'une histoire les prenait en main et les transportait au monde merveilleux du rêve. À la réalité du dur quotidien, il mêlait la fantaisie et la tendresse. Comme témoignage de cette réalité difficile transposée par le rêve, nous avons inclus Propos d'un prospecteur par A. Lantier. De son cru et de son débit imagé, le conteur révélait le langage du cœur mêlé d'espoir et de déception, simplement comme ça, comme la vie, comme c'est mené. Nous avait dit Pétoche, un vieux de la vieille. Le bûcheron, le draveur, l'arpenteur, le mineur, l'habitant, la vieille fille, chacun y avait son compte. Ainsi, à partir d'une histoire locale, grossie par l'imagination, un conte se formait selon l'humeur des gens et à la démesure de ces vastes espaces vierges. Ces témoignages révélaient mieux que tout l'âme du peuple pittoresque, simple et hardi. Dans un même village, un seul conte pouvait subir plusieurs métamorphoses et comportait souvent plusieurs versions. Selon l'expérience du conteur, se mêlait le fait vécu à l'irréel. Bien souvent, il se servait d'un fait dont le village avait été témoin à un moment donné. Ainsi, la petite histoire de tous les jours du village trouvait une nouvelle dimension. Transformée par les paroles magiques du conteur, elle reflétait l'âme collective de tous les gens assemblés pour l'entendre. Bien souvent, tel personnage, escroc ou ratoureur, tel cornancu, ressemblait à un personnage bien connu de la place. Les contes mêlés du quotidien et de merveilleux nous renseignaient en même temps sur les us, mœurs et coutumes de ses habitants et leur mentalité propre. Certains contes, comme par exemple La complainte d'un vieux garçon ou Au fil de l'os par Pierre Saint-Amour, étaient dits sur un ton personnel, comme si le conteur lui-même avait vécu l'expérience. Ces contes, recueillis à l'état brut selon le témoignage vivant d'une tradition orale remontant le cours des siècles. Ainsi, nous avons constaté une certaine interinfluence entre les contes québécois et amérindiens, en particulier le Canot du Nord. Ce conte, originaire de l'Europe, a des sources en Saintonge dans le Poitou, dans la province du Maine, en Anjou et en Normandie. Au début, il était question de chevaux, calèches et cavalerie, qui tous montaient dans les airs pour une balade infernale. Au contact d'ici, il se transforma peu à peu, et le tout fut transposé par le canot, dont chacun se servait pour voyager.
Par ailleurs, il est probable que la réciproque fut vraie, ainsi pour certains contes amérindiens, comme en témoigne le conte nommé Le Trappeur de Batchawana, où le farfadet à la pipe immense et au mousquet plus lourd que lui nous rappelle les lutins espiègles ou bienfaisants des premiers temps de la colonie. Quant aux contes amérindiens, nous fûmes étonnés par leur beauté et leur ampleur. Au contact des Ojibwés que nous avons rencontrés, nous apprîmes à connaître leur profond respect de la nature et de la personne, leur façon juste de concilier les forces de la nature avec les forces humaines. Leur hospitalité en la personne de Dan Pine, en particulier son enseignement de leur tradition, sut nous émouvoir à plus d'un titre. Leur culte et leur amour de la nature se traduit souvent par le geste, le silence que par la parole, témoignage vivant, profond et tenace d'une culture ancrée aux racines mêmes de l'humanité. Cette culture vivace s'exprime par le respect du beau dans sa totalité, c'est-à-dire le respect du sacré à l'intérieur et à l'extérieur de l'humain, le tout nuancé d'un humour parfois espiègle et de bonne aloi. À notre grand regret, il nous fut difficile de trouver l'authentique conteur du temps, et beaucoup de contes nous furent transmis par tierces personnes ou par ouï-dire. Plusieurs furent rapaillés d'une façon plus inusitée d'un village à l'autre, parfois des centaines de milles de distance l'un de l'autre. Ces contes, ou plutôt ces témoignages, reflètent si bien la mentalité d'une certaine époque que par respect pour ce temps et aussi par nostalgie, ils furent laissés dans leur version originale. Leur contenu fut respecté dans la mesure du possible et seulement, par nécessité de l'écriture, la forme fut quelque peu modifiée pour faciliter la lecture. C'est pour cette raison également que nous avons cru bon de mettre les contes québécois séparés des contes amérindiens, car il faut dire qu'aucun des contes ne fut recueilli dans cet ordre, où l'aventure et l'imprévu nous accompagnaient à chaque détour d'une visite ou d'un récit. À tous et chacun, à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce recueil, nous leur disons un grand et chaleureux merci. Robert Lalonde. Ben oui. Ben voilà. Alors, ça sera tout pour ce soir. Ouais. Les contes du portage publiés aux éditions Leméac en 1973 dans la collection Ni Chawama. Voilà. Et il y aurait tant à dire ça, parce que j'ai fini par rencontrer mon père, j'ai fini par rencontrer ma grand-mère paternelle, dont la grand-mère était autochtone. Alors, vous voyez, ça remonte quand même. Mais ce qui était observable, en tout cas, ce que j'ai observé de visu par cette grand-mère paternelle, c'est qu'elle elle avait un chac en forêt, elle possédait une imposante arme de chasse, une 303, elle avait des objets autochtones dans sa maison, et elle connaissait les plantes, le nom des oiseaux et les propriétés aussi de certaines plantes médicinales. Alors c'était assez étonnant à l'adolescence pour cette unique fois de rencontrer ma grand-mère paternelle, dont mon autre grand-mère maternelle disait qu'elle était une sainte femme, tant la vie l'avait éprouvée. La vie l'avait vraiment éprouvée. Alors, la condition, en tout cas, des métis à cette époque-là n'était pas enviable, contrairement à aujourd'hui, où on fantasme, en fait. On fantasme sur des origines.
moi, je sais que ça a habité une bonne partie de ma vie, mon imaginaire. Sans doute, cette partie de mon imaginaire a fait que je suis devenu une sorte de personnage singulier. Mais, à mon avis, ont tous les Québécois ont ça en eux, cette singularité d'avoir appartenu aux 10 000 familles qui se sont établies il y a plus de 400 ans sur ce territoire. Et l'adaptation, le contact avec les Premières Nations a façonné notre, l'esprit de notre collectivité. Et bien plus qu'on pourrait l'imaginer, je pense. Et c'est reconnaissable dans les comportements, c'est reconnaissable par la difficulté qu'on a à se connaître soi. Alors, on imagine bien un Claude Lévi-Strauss débarquant dans nos contrées, ou même un Jean Mallory, nous expliquant qui nous sommes. J'ai raconté plusieurs fois ici et ailleurs que Lévi-Strauss, quand il a fait a travaillé sur les Indiens de la côte ouest, je pense que c'est sur les Haïdas, c'est relaté dans le Lynx, a recueilli donc des contes des Autochtones de l'Ouest canadien, et il n'a simplement pas vu que ceux qui détenaient les contes, ceux qui en étaient les récipiendaires, c'était des Canadiens français. Et c'était de témoins canadiens-français qui avaient su garder ces contes autochtones dont il avait pris connaissance. Mais il a fait comme un bond. Il n'a pas trouvé ça étrange. Il n'a pas vu la chose étonnante dans cette affaire que les dépositaires, c'est des Canadiens français. Et pour lui, tout de suite après ça, bon, il a développé ses théories, il a développé son système à partir de ses contes. Mais les dépositaires, c'était l'angle mort de sa réflexion. Et pourtant, il y aurait eu autant à dire chez ceux qui ont conservé des contes, ces contes, et ceux qui en sont à l'origine. Mais bon, voilà, c'est ça aussi parfois les grands savants, les petits détails qui achoppent, ils ne les voient pas. Alors c'est tout pour ce soir, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, et je vous dis à demain. Ça fait presque 3 mois que je suis avec vous, là, de manière consécutive. L'année dernière, la séquence avait duré 5 mois, et puis j'étais disparu. Pour dire aussi, on a pris des vacances, il y a eu des projets, et puis après ça. Je n'ose pas vous dire que je reste avec vous jusqu'à la fin du conflit ukrainien. Mais c'est très tentant de vous le dire. Du conflit, de l'agression russe en Ukraine. C'est pas un conflit ukrainien, là. De l'agression russe en Ukraine. Dont, comme vous tous sans doute, dont on ne cesse pas d'y penser. Surtout les soldats et les civils qui sont dans l'usine à Mariupol, on a compris que que Poutine les laisserait crever de faim, de soif, les laisserait mourir dans leur... c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ah, j'en dis pas plus pour ce soir. Allez, merci.